De participer à ce colloque et à ces échanges et de mettre effectivement au centre, alors en étant témoin, la parole des premiers concernés, c'est-à-dire les personnes que j'accompagne, mais aussi la mienne, de soignants et de soignants qui s'est engagé en 2023 par le biais de ce collectif pour un accompagnement soignant solidaire, à reconnaître ces demandes d'aide à mourir et à considérer, à défaut de dire que c'est un soin, en tout cas que ça faisait partie de nos missions, de les accompagner jusqu'au bout et de faire en sorte que ce choix soit respecté jusqu'au bout. Alors peut-être avant d'emblée de répondre directement à la question est-ce que je reçois des demandes d'aide à mourir, de pouvoir quand même retracer aussi ce qui est mon rôle de soignant, mais surtout comment il s'est inscrit en regard de ces dernières années, parce que j'ai une certaine ancienneté, je commence à avoir un peu d'âge. Ce qui veut dire que j'ai plus de 25 ans d'exercice de neurologue clinicienne et que j'ai été le témoin de cette évolution des droits des personnes malades qui s'inscrivaient dans un cadre législatif qui considérait, et c'est le propre de la loi Kouchner, que c'était à la personne malade de décider ce qui était bon pour elle, de la mettre au cœur des décisions qui la concernaient. Et ce qui voulait dire aussi que ça changeait radicalement aussi nos missions, au sens où nous étions là bien évidemment dans cette démarche de soins, mais nous avions cette obligation d'une information loyale et de tenir compte des volontés de la personne. Et ça a effectivement modifié considérablement ce qui était une relation paternaliste que j'ai pu aussi vivre dans mes premières années d'exercice et aussi dans ma vie privée. De passer de cette relation paternaliste à une relation plus équilibrée de codécision et jusqu'à même la loi 2016 où quoi qu'on en dise, ce n'est pas la loi de l'aide à mourir qui induit une rupture anthropologique, mais bien la création d'un droit nouveau, particulier, où là c'était la personne malade qui demandait cette sédation profonde là où le médecin ne l'aurait pas proposé. Elle est là en réalité, de mon point de vue, non pas le point de bascule, parce que reconnaître les droits des malades s'inscrit dans une continuité, mais en plus avec ce particularisme de la sédation profonde qui est, oui, la personne malade demande, et c'est le médecin qui consent. Cela étant, cette sédation profonde et globalement cette loi Claes-Leonetti, j'ai pu aussi être témoin de la difficulté à reconnaître ce droit, de la réticence des soignants, pour ne pas dire l'opposition de certains soignants et pas tous, à le reconnaître comme un droit des patients qui pouvaient, pour des motifs relativement fallacieux, rencontrer des refus dès lors qu'on considérait trop tôt, vous n'allez pas mourir assez vite, pas assez de souffrance, et surtout si c'est des souffrances existentielles, pas objectivables, donc non, revenez plus tard. Par ailleurs, un certain nombre d'oppositions aussi, parce que c'est aussi un accompagnement qui a pu mettre mal à l'aise les soignants que nous sommes, dans la mesure où, oui, osons le dire, c'est une forme d'aide à mourir, quand d'une seconde à l'autre, vous allez induire un coma profond à la demande de la personne, qu'elle en a décidé du jour, de l'heure, de qui allait l'accompagner, que vous êtes à côté et qu'en réalité, vous accompagnez un rituel qui est exactement ce qu'on décrit dans l'aide active à mourir, si on doit mettre le mot actif pour qu'on sache de quoi on parle, une forme d'accompagnement qui était décrite à l'étranger déjà depuis longtemps. Oui, mais puisqu'il s'agit de témoigner en tant que neurologue et des d'accompagnantes de personnes atteintes de maladies neurodégénératives, dans quelle situation la sédation et ses droits pouvaient-ils être activés? Il s'agissait d'attendre la phase ultime de ces maladies neurodégénératives, quand c'est effectivement la grande dépendance, le fait de ne plus pouvoir manger qui va conduire à ce moment de bascule, et où certaines personnes malades pouvaient dire je n'en peux plus, je ne veux pas de nutrition artificielle, ou je demande à ce qu'on l'arrête, et je demande à être endormie profondément et durablement, et où on avait effectivement des temps de survie, de ce qu'on pourrait presque dire non-sens, où vous êtes sans aucune relation, sans aucun contact, et on attend que la mort survienne, qui peut durer des jours, voire des semaines, et qui met à mal les proches, les soignants, sans compter la personne elle-même qui peut se réveiller, et on n'ose pas imaginer ce qui peut se passer dans sa tête quand elle se réveille. Donc oui, il y a eu aussi de cette expérience de la montée en droit des droits des malades, de cette nouvelle modalité d'accompagnement, un questionnement fort de ma part et qu'on partage dans ce collectif pour un accompagnement soignant solidaire, qu'il y a peut-être un autre choix que feraient les personnes malades et qui aujourd'hui nous expriment de plus en plus.
et je vais rebondir sur les témoignages, évidemment, de personnes atteintes de maladie de Parkinson, parce que c'est celles que je rencontre aujourd'hui, et qui s'expriment de plus en plus, assez tôt dans leur maladie, pour dire « je voudrais avoir le choix », et puis qui nous le déposent quand ce moment commence à se dessiner, et qui nous met à mal, dans le cadre législatif actuel. Quels sont mes droits, mes devoirs? Est-ce que je les informe? La sédation, ils n'en veulent pas, de ce qui se passe à l'étranger. Jusqu'où je vais? Je fais un certificat testant leur capacité de discernement. Je les aide à s'inscrire dans ce parcours. Je les mets en lien. Ce sont des questionnements, ça n'est pas ce que je fais. Simplement pour pointer que le cadre législatif, s'il devait en rester à celui qui est le nôtre, est intenable. Intenable en termes d'inéquité, intenable en termes d'engagement. Et pour dire aussi, ça me permet de rebondir sur certains échanges que j'ai pu entendre lors des débats à l'Assemblée. Nous, la relation de confiance, elle n'est pas brisée. En tout cas, moi, ce que je vis depuis quelques années, où j'ai pris un peu la parole publiquement, plus exactement, c'est que j'ai plutôt l'impression que c'est un rapport de confiance, au contraire, renforcé, que je permets aussi aux proches de ne pas être les seuls dépositaire de ces demandes d'aide à mourir, que c'est mon rôle de soignant aussi de pouvoir l'entendre, que c'est mon rôle de soignant aussi de pouvoir les soutenir tous, de co-construire, parce que je pense aussi que cette aide à mourir, si elle devait être effective demain, elle doit aussi embarquer les proches qui se trouvent dans des situations d'extrême culpabilité et de solitude, mais de la même manière qu'aujourd'hui, moi, je suis dans une grande situation de solitude face à ces demandes. Confronter mon expérience à ce qu'on sait à l'étranger, puisque les demandes d'aide à mourir des personnes atteintes de maladies neurologiques, si on considère le taux de décès par aide à mourir et par pathologie, c'est la première cause en réalité. Ça n'est pas le cancer qui, en nombre brut, oui, conduit les personnes à dire à un moment qu'elles n'en peuvent plus. Ce sont les personnes atteintes d'affections neurologiques qui sont les premières à demander l'aide à mourir. Et les premières, notamment, effectivement, alors même qu'elles ne sont pas en toute fin de vie, pour ne pas avoir à subir ce qu'elles savent comme étant être une vie qu'elles ne veulent pas vivre, qui n'est pas conforme, qui est sur une aggravation inexorable, et que par ailleurs il y a aussi le spectre des troubles cognitifs qu'elles ne veulent pas vivre, qui les conduit à anticiper leur fin de vie. Et donc dans ces cadres-là, quand encore une fois les données à l'étranger montrent que c'est la première cause, on y retrouve, et c'est pas une question de pathologie, c'est une question en réalité de conditions de la fin de vie, où elles vont toutes exprimer la même chose. Je ne veux pas continuer au-delà de ce qu'aujourd'hui j'ai pu supporter dans une situation de grande dépendance et avec le spectre des troubles cognitifs qui commencent à arriver et qui me grignotent. Je ne me reconnais plus et je ne veux pas aller au-delà de cette limite. Donc si on ne reconnaît pas dans le cadre législatif actuel ces demandes, c'est oublier pourquoi ces débats ont lieu, pourquoi cette évolution de la loi se questionne aujourd'hui, et je ne comprendrai pas demain que vous me laissiez dans cette même solitude, qui est la leur, mais qui est aussi la mienne, si ce n'est à, peut-être, formaliser des réseaux qui vont continuer à les accompagner pour qu'ils puissent aller en Suisse, en Belgique, ou je ne sais où. Mais c'est une ineptie profonde quand on ne cesse de mettre en exemple, dans les situations les plus complexes, les personnes touchées par ces affections et de les exclure de fait. Ce serait une incompréhension totale en ce qui me concerne. Voilà ce que je voulais vous dire et vous témoigner.